Bonjour à tous dans ce nouvel épisode où on va coder. Je viens de penser qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait, que j'ai pas pensé et qu'il faut que je fasse. C'est qu'en fait une molécule je peux pas l'exécuter, enfin je peux l'exécuter autant de fois que je veux en théorie, mais là c'est pas le cas, je l'exécute pas autant de fois que je veux. Donc en fait il y a des trucs qu'il va falloir que je rajoute là-dedans, des resets, des machins, des bidules, ça va être complexe. Ça va être un sacré bordel. Mais ça va être drôle. Ça va être très très drôle. Oui je vous le dis, ça va être très très drôle. Du coup. Dans l'idée, le laboratoire. On commence avec le laboratoire. Non, on va commencer avec plus simple, on va commencer avec les nucléus. Les nucléus, c'est les noyaux. En gros, un noyau. Donc ça c'est ce qu'on appelle un constructeur, c'est ce que je vous avais dit, en gros les instances, on peut les construire. Et en fait on peut par exemple les construire avec un paramètre. Par exemple, quand je vous disais l'animal, on peut lui donner un âge. En fait je peux construire un animal en lui stipulant un int âge et mettre l'info que j'ai besoin. Genre par exemple si je reprends mon exemple ici, on va faire l'exemple classique de l'animal. Voilà. Il a par exemple voilà. J'ai un constructeur, voilà. Attendez, on va plutôt faire. Moi j'aime bien faire des variables comme ça. Sans getSet. Et en privé. Ça c'est juste ma manière de coder. Hop, voilà. Et là par exemple, le nom, j'ai pas mis de nom. Donc bah je vais pouvoir lui donner, hop, ici. Et donc ici je vais pouvoir stipuler que mname égale name. Voilà. Donc comme ça j'ai construit un animal. Et donc en gros si je construis un animal, je peux faire animal égale new animal chien. Voilà. Et donc là lui il va stocker, c'est à dire que si derrière je récupère son nom, ce sera chien qui sera écrit dedans. Hop, ça je peux le supprimer. Donc voilà, j'ai un constructeur qui est spécifique pour le nucléus. Constructeur qui donne un nom et un kenentry. Donc ça c'est par rapport à ce petit schéma. Il est où mon schéma? Je l'ai refermé. J'en ai marre de moi. C'est que en gros vous avez vu il y a des atomes qui n'ont pas de possibilité de lien d'entrée d'exécution. Et bah ça en fait c'est le kenentry qui va définir ça. C'est à dire que si jamais j'ai un kenentry. D'ailleurs attendez. Petit détail. Alors c'est ce que j'appelle des triggers. Hop. J'ai pas besoin du coup du else. Je vais expliquer après ce que j'ai fait. Mais en gros, donc ce petit booléen là, il est juste là, donc c'est un true ou false. Hein, c'est les fameux booléens que je vous disais que c'est true ou false. En gros, lui il va juste me dire est-ce que je peux, enfin je dois avoir un lien d'exécution. Là par exemple lui, le return, il a forcément son nucléus. Il dit que son nom à lui c'est return. D'ailleurs sur les systèmes Linux on ne parle pas de nucléus mais de kernel pour désigner le ou les noyaux. Ah oui non mais c'est parce que comme je l'ai dit, le nucléus est un terme de chimie. Là c'est de la chimie, des molécules, des atomes, des protons, des neutrons, des électrons, des trucs comme ça. Le nucléus c'est le noyau chimique, le noyau atomique. C'est pour ça que nucléus ça fait penser à nucléaire. Parce que c'est le noyau nucléaire. Mais le noyau d'un système c'est un kernel. Ça c'est encore autre chose. Et donc du coup voilà j'ai mon nucléus qui a un nom et savoir est-ce qu'il peut avoir une entrée ou pas. Donc là c'est ce qu'on définit ici. Donc là vous voyez que alors les read-only ça veut dire qu'en fait on ne peut pas les assigner, on ne peut pas leur donner de valeur. Sauf à la construction. Donc c'est la petite particularité. J'ai été au collège tu sais. Ouais mais t'essayes de faire des parallèles là où il y en a pas, c'est surtout ça. Et donc du coup ça c'est à dire que hormis à la construction je ne peux pas assigner. C'est à dire que là oui je peux lui donner une valeur. Parce qu'il faut bien que je l'initialise, que je lui donne une première valeur. Par contre, je pourrais pas dans une autre fonction lui attribuer une autre valeur. Ça c'est pas possible. C'est une valeur qui est fixe, c'est ce qu'on appelle de la donnée. C'est pur, c'est dur, voilà. Elle est dure, elle est comme ça et elle bougera pas.
et tu as une remarque. Dis-moi ta remarque. Je suis tout oui. C'est mon nouveau prénom, tout oui. Mais bon, et donc après, on a donc les triggers. Donc ça, c'est les fameuses sorties qui sont là. Donc là, par exemple, sur le if, il a 2 triggers, true et false. Le entry, il a un trigger qui est une chaîne de caractères vide. Mais là, par exemple, il n'y a pas de trigger. Ensuite, on a les inputs et les outputs, avec un type. Donc c'est là où en fait on va pouvoir dire, bah, par exemple, if, il a une input qui s'appelle condition. Donc pour ajouter un trigger, hein, c'est ça, hein, c'est le add trigger. Alors, on vérifie en fait si le add il a fonctionné ou pas. Et donc du coup, bah en fait, on regarde, est-ce que je peux ajouter? Ah, c'était juste une remarque. Ok, j'ai compris, j'ai juste une remarque. Je sais pas dire, je suis trop fatigué. Mais du coup, donc là par exemple, on a je check si j'ai une entrée, si je peux faire une entrée. Parce que bah si jamais je n'ai pas de... Enfin en gros, si mon atome il est pas exécutable, il est appelable mais pas exécutable, bah en fait il peut pas exécuter d'autres atomes. Donc je peux pas mettre de trigger si jamais je peux pas moi-même être appelé. Si jamais je peux être appelé, dans ces cas-là, j'essaie de l'ajouter. Sachant que comme c'est un set, en fait un set, faut comprendre que c'est une liste. Oui mais en fait là ce qu'il faut comprendre du coup Cloud, c'est que là c'est pas spécifique à la programmation, c'est juste moi j'ai appelé mes trucs comme ça. C'est comme si j'avais appelé ma boîte animal en fait. Tu sais c'est la même chose, hein, c'est comme si j'avais appelé animal ou chien. Il n'y a pas de parallèle à faire, c'est juste c'est comme ça que c'est la dénomination que moi j'ai choisi, j'ai décidé d'appeler un de mes éléments le nucléus. Voilà. En fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, des fois les dénominations, il n'y a pas de parallèle à faire, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Tout comme j'aurais pu l'appeler X2857. Ça serait revenu exactement la même chose. C'est juste que moi pour une question de clarté, j'ai choisi d'utiliser le langage chimique pour créer cette notion de lien, etc. Et donc j'ai appelé ça le nucléus. Mais c'est pas le kernel, ça n'a rien à voir avec le kernel. C'est même pas du tout les mêmes fonctionnalités, les mêmes ambitions, les mêmes trucs, c'est totalement différent. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de parallèle faisable entre le nucléus et le kernel en fait. Et qu'il faut pas toujours chercher des parallèles là où il y en a pas. Mais donc du coup ouais, j'en étais oui donc sur les... voilà. En gros, c'est ce que je vous parlais avec les fameuses listes. Bah, je peux créer des listes de trucs. Alors, en fait, un set, c'est comme une liste, à une différence, c'est que tous les éléments de cette liste sont uniques. Oui, j'aurais pu l'appeler noyau. Mais, par, comment dire, on va dire par... je cherche le terme. En gros, de manière générale, en développement, on a tendance à vouloir utiliser plutôt l'anglais. Quand on nomme nos objets, nos variables, etc., on le fait en anglais. Parce que c'est la langue universelle. Alors, ça n'empêche que il y a des développeurs français qui codent en français. Et ils l'auraient pas appelé nucléus, ils l'auraient appelé noyau. Parce que c'est le noyau de l'atome, c'est un noyau. Atome, il l'aurait écrit avec un E. Molécule, bon ça change pas. Laboratory, il l'aurait appelé laboratoire. Il y en a qui l'auraient codifié comme ça. Moi, j'ai choisi que quand je nommais mes variables, mes objets, etc., je le faisais en anglais. Parce que comme ça, voilà, c'est plus facile pour les gens de comprendre. Parce que, en fait, dans la communauté des développeurs, c'est... on va dire... Alors, core, oui et non. Parce que comme je l'ai dit, je voulais garder le jargon chimique. Et le jargon en chimie, le noyau d'un atome, ça s'appelle un nucléus. En anglais. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette dénomination-là. Il y a quand même des choix aussi, j'ai choisi de les amener d'une certaine manière et tout. Mais donc pourquoi choisir en anglais? C'est parce qu'en fait, la majeure partie des développeurs, en fait on va dire que 99% des développeurs dans le monde parlent anglais. En tout cas, ce qu'il faut pour comprendre du code. Parce que, bah en fait, il y a une telle... Enfin, internet, et il y a énormément de sites qui sont en anglais pour aider, etc. Et comme c'est la langue universelle et que des fois les développeurs ils communiquent entre eux à travers le monde, en fait on s'est à peu près mis d'accord pour tous dire on va en faire en anglais en fait. Donc souvent les codes vous les trouverez en anglais
même quand c'est écrit par des Allemands, des Chinois, des Japonais, des personnes, on va dire des Algériens, des personnes d'Afrique du Sud, des Kenyans, des Français, de tout ce que vous voulez comme nationalité. En gros, ce sera très souvent écrit en anglais parce qu'en fait, quand le code est public, il est repris par d'autres développeurs et les autres développeurs ils doivent pouvoir lire et comprendre ce que vous faites. Et donc si c'est écrit en français, ils vont avoir énormément de mal à comprendre s'ils ne parlent pas un mot de français. Alors que l'anglais, vous êtes quasiment sûr qu'ils le parleront. Donc, c'est sûr que les gens ils comprendront votre code. Après, ça change que si votre code il est brouillon, etc., les gens ils comprendront pas, ça bouge pas. Mais au moins, vous augmentez la possibilité pour les gens de comprendre. Après, moi j'ai choisi là pour le coup de nommer mes objets avec un jargon spécifique. Et ça, c'est juste si on parle anglais, on connaît, on voit à peu près la base en fait de la chimie, parce que comme tu le dis, hein, nous on voit ça au collège, et même dans la plupart des autres pays, on voit ça assez rapidement, que le nucléus c'est le noyau, atome c'est un atome, une molécule c'est un molécule, une liaison entre deux atomes ça s'appelle un bond, un laboratoire c'est un laboratory. Voilà, c'est assez évident et c'est pour ça. Et c'est un peu ce que j'ai choisi. En général, j'aime bien mettre des thèmes quand je fais des librairies, des trucs comme ça. Même si des fois c'est compliqué de trouver un thème. Là, j'avais un thème qui était assez évident, qui était la chimie. Donc j'ai pris la chimie et j'utilise du jargon chimique. Mais donc du coup, je reviens sur mon hashtag. Donc ça c'est juste une liste de chaînes de caractères uniques. C'est-à-dire que si je mets hello dedans, je pourrais pas remettre hello dedans. Donc si je réessaye de remettre hello dedans, et le add, donc l'ajouter, va échouer. Et donc il va renvoyer faux. Donc mon add trigger va renvoyer faux. Parce qu'on aurait essayé d'ajouter 2 fois le même trigger. Donc en gros, c'est dans mon cas, si j'avais voulu appeler mes 2 triggers true, ça aurait pas marché. Je peux en avoir qu'un seul qui s'appelle true. Parce que c'est comme ça que je peux identifier précisément le point que je veux utiliser. Donc la liaison que je veux créer. Ensuite, on a les add input. Donc là, on voit 2 add input différents. Donc ça, c'est une particularité des langages objets. C'est qu'on a ce qu'on appelle le polymorphisme. Après, Google Crowd est assez efficace aussi pour traduire un texte. J'utilise souvent pour traduire un texte espagnol vers l'anglais. J'ai l'habitude de lire en anglais. Oui, mais c'est bien aussi parce que ça permet des fois, c'est aussi pour ça, hein, comme il est très efficace, surtout de l'anglais vers une autre langue. Ça, il faut le savoir, que de traduire de l'anglais vers une autre langue, il arrive assez bien. Et pareil dans l'autre sens. Donc, votre code, vous pouvez aussi traduire quand vous comprenez pas un mot, vous pouvez chercher sur Google Trad. Et c'est très pratique. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est de l'anglais parce que t'as beaucoup moins à rechercher parce qu'en général, tu connais les termes que c'est quand c'est de l'espagnol. Moi, si tu me donnes un code en espagnol, je vais un peu pleurer quoi. Je vais passer mon temps sur Google Trad à essayer de comprendre le truc. Même si la plupart du temps, tu essaies de comprendre la logique du code et tu t'en fous du nom des variables. Mais des fois, avoir un nom de variable qui est bien, qui explique bien ce que fait ta variable, c'est trop bien. Mais bon. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est simplement, je peux avoir plusieurs fonctions qui ont le même nom, mais qui ne prennent pas les mêmes paramètres. Donc par exemple, manger. Je peux manger des fruits, je peux manger des légumes, je peux manger de la viande. Voilà. Alors après, dans la plus grande des théories, on est d'accord qu'on va créer une classe aliment et on va manger un aliment. Mais pour que vous puissiez comprendre, on imagine que là, il n'y a pas cette notion d'héritage entre les aliments, il n'y a pas de lien entre les trois. Donc, on est obligé de créer 3 fonctions différentes. Nous, dans notre cas, en fait, on a cette notion de template parce qu'en fait, les types, donc string, int, char, etc., ils peuvent être aussi représentés comme des objets. C'est ce qu'on appelle le type. Et ça, on peut l'obtenir avec le type of. Si je fais type of string, il va me renvoyer un type qui correspond à une string. C'est un peu complexe à expliquer, mais c'est ce qui me permet, par exemple, de typer mes éléments, de pouvoir dire que ça c'est un booléen et ça c'est un booléen. Mais via un truc que je peux mettre dans un fichier. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux le mettre dans un fichier. Alors que une générique, donc ce truc là, ça je peux pas le sauvegarder. Donc du coup je passe par en fait je le transforme en un objet avec un type of pour avoir un type que du coup je peux utiliser. Mais ça, on est d'accord que c'est la version standard qu'on devrait utiliser. Mais c'est vrai que dans un but de praticité de la librairie, c'est plus simple pour un développeur de faire un add input avec le type ici. Et que ce soit la librairie elle-même qui convertisse la générique en un type et qui l'utilise directement ici. Voilà. Mais cette version-là, elle existe juste par praticité. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait, c'est appeler la version avec le type. Tout ce qui est fait.
Et ensuite, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va regarder si dans mes inputs, j'en ai pas déjeuné avec le même nom. Donc c'est pareil. Je peux pas avoir deux inputs qui s'appellent condition. Je peux en avoir qu'une. Donc ça, elle va le vérifier. C'est juste que là, c'est pas des sets qu'on a, c'est des listes. Parce qu'en fait, c'est pas des sets de strings. C'est pas des listes avec juste des strings. C'est elles ont un tuple. Donc en fait, un tuple, c'est juste on va dire une sorte de boîte qui peut contenir plein de trucs. Et donc c'est un tuple qui contient deux objets, une chaîne de caractères et un type. Voilà. Mais donc ça, on peut pas forcément les avoir de manière unique. Parce qu'en fait, s'il cherche juste à comparer, en fait, il va comparer les deux éléments. Donc en fait, si je mets le même nom, mais pas le même type, bah il l'ajoutera. Or, moi, je veux que si c'est le même nom, on oublie. Il ne peut pas y avoir deux fois le même nom. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de faire un petit trick en disant, bah je vais regarder dans toute ma liste s'il y a un seul item qui correspond. Si c'est le cas, je renvoie erreur, je renvoie faux. Je peux pas ajouter. Sinon, bah j'ajoute et je renvoie vrai. Voilà. Pareil pour les outputs. Et ensuite, on a ce petit truc là. Donc ça, c'est parce que il y a un petit mot-clé en plus qui est le abstract. Abstract, ça veut dire que cet objet là en particulier, je ne peux pas l'instancier. Je peux pas faire new nucleus. Ça marche pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est créer un nouvel objet qui hérite de nucleus et que lui je vais pouvoir instancier. Par exemple, dans le cas de l'animal et du chien, on va définir que animal, je peux pas l'instancier. Je peux pas créer juste un animal parce que ça ne veut rien dire. Par contre, je peux créer un chien qui lui hérite d'animal. D'accord? Et donc, avec la notion d'abstraction, je peux définir des fonctions abstraites. Une fonction abstraite, c'est une fonction qui du coup n'est pas définie. Ce qui au final nous arrange, puisque on ne peut pas instancier notre objet. Donc parce que si jamais je devais instancier un nucléus, en sachant que je ne sais pas ce qu'il y a dans une réaction, bah qu'est-ce qui se passe si j'appelle une new réaction? Bah j'en sais rien. C'est un comportement inconnu. Donc c'est une erreur. Par contre, le fait qu'elle soit définie comme fonction abstraite, ça veut dire que c'est forcément à l'enfant de le définir. Si j'hérite de nucléus, je dois forcément créer une fonction qui s'appelle new réaction, qui est protégée et qui renvoie une réaction nulle, enfin, qui peut être nulle. Voilà. Je suis obligé. Ce qui me permet en fait de pouvoir moi stocker des nucléus et donc d'appeler leur new réaction. Sauf que bah c'est pas le new réaction du nucléus qui va être appelé puisqu'il n'a pas de comportement, mais c'est celui de l'enfant qui en hérite. Pour les gens qui nous regardent, pensez à supprimer les dépendances inutiles de temps en temps, ça évitera d'aller votre système. Faites-le. Mais du coup voilà. Donc, et ça en fait par exemple des nucléus, bah on en a plusieurs. On a par exemple le base entry nucleus. Donc c'est un nucléus. Il a une réaction. Alors une réaction c'est très facile de voir comment ça fonctionne. Une réaction, c'est une réaction chimique. En fait c'est ce qu'on appelle un behavior. Il a une fonction interne qui s'appelle setAtome avec un atome. Ça c'est parce que simplement la réaction, à chaque atome, il y aura une nouvelle instance de réaction. Mais cette instance de réaction doit avoir connaissance de l'atome dans laquelle elle est. Donc, on la met. Ensuite, elle a une fonction trigger. Donc ça, c'est ce qui permet d'appeler ces trucs-là. Mais sans passer par le retour. C'est-à-dire que par exemple, dans une boucle, je peux avoir un trigger loop qui peut être appelé plusieurs fois. Et donc ça va entraîner une réaction avec plein de trucs derrière. Et une fois qu'il aura fini sa boucle, hop, il repartira en autre chose. Par exemple, vous voulez afficher 5 fois, vous voulez faire clignoter 5 fois un truc à l'écran, vous faites une boucle, et dans le loop, vous faites clignoter votre truc. Boum, 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 boum. C'est tout. C'est tout con, hein, mais... Et en fait, c'est votre boucle, vous la branchez à loop, et donc en fait, vous pouvez faire un trigger, loop, trigger, loop, et le faire 5 fois, et ça marchera. Et vous voyez que lui, il appelle l'atome. Donc là on retrouve le fameux point d'exclamation pour dire que c'est non nul, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où j'appelle trigger, get input, set output, ou la version abstraite execute, on va en reparler de ce truc là, c'est après qu'il y ait eu un set atome. Donc je suis déjà dans un atome, donc je peux appeler le trigger de cet atome. Comme ça en fait c'est l'atome lui-même qui va trigger son truc. J'ai la même chose avec le get input, parce que bien évidemment si j'ai des inputs, il faut que je puisse dans mon comportement récupérer cette info. Donc bah en fait mon comportement if, il va récupérer le booléen
condition. Et vous voyez que c'est typé aussi. Et on a le set output, parce que du coup une fois qu'il a fini, bah, si jamais il y a une output à faire, genre par exemple lui, il va get input A, get input B, calculer la valeur de value, et en fait il va faire set output de value. Un petit sudo apt auto remove, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes sur Debian et dérivé, je crois que sur Arch et dérivé c'est sudo pacman-rnc, et sur Gentoo et dérivé c'est sudo immerge-as-devclean. Ça après je t'avoue que sur les autres je sais pas. Sur Debian je sais que c'est sudo apt auto remove, ça je sais. Ça c'est bon. Mais voilà. Et donc du coup, ça c'est le fameux set output. Et ensuite on a cette fonction abstraite qui est execute, qui est une fonction, bah en fait c'est ce qui va exécuter le comportement de votre atome. Du coup, bah, quand je vais créer une base entry, bah, je vais créer une réaction qui elle, c'est simple, elle renvoie le point d'exécution suivant. Donc le base entry il renvoie directement vide, ce qui fait qu'en fait il appelle directement ça. Là-dessus il n'y a pas de... il n'y a rien. Il se passe rien dans entry, il appelle directement ça. Et donc ensuite, une base entry nucleus, bah lui il va hériter du coup de nucleus, donc il va créer une nucleus, parce que vous vous rappelez, nucleus, son constructeur, il prend des paramètres. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le construire sans lui donner de paramètres. Sauf que notre base entry nucleus, lui il ne prend pas de paramètres. Mais il a des paramètres qu'il s'est donné. Donc il dit que mon nom c'est entry, et que par contre on ne peut pas rentrer. D'ailleurs je suis en train de me dire, je suis bête, parce que j'ai mis une sécurité qui au final ne devrait pas exister. Parce que je peux ne pas être rentré mais quand même appeler... Ouais donc en fait cette sécurité là elle sert à rien. Donc mon changement il faut que je le retire parce que sinon ça va casser tout mon code. Voilà. C'est bien parce qu'en expliquant mes trucs je trouve mes erreurs. Et elle va automatiquement ajouter un trigger. Qui est le trigger vide. C'est le fameux trigger là. Donc en gros on a défini que notre entrée elle s'appelle entry. On peut pas l'appeler. Par contre, elle a un trigger vide, qui porte un nom vide. Et ensuite, quand on doit créer une réaction qui correspond, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va créer un atome à partir de ce nucléus, on va pouvoir récupérer les informations qu'on veut. Et pour avoir son comportement spécifique, on va faire une new reaction qui renvoie tout simplement une nouvelle réaction de ce type-là. Donc on crée en fait une instance à chaque fois. Chaque atome a une instance qui lui est unique. Le equals, il est un petit peu plus complexe, parce que lui... bah sa base, donc son nom c'est égal. Pareil, on peut pas rentrer. Et lui va pas créer de trigger parce que bah c'est pareil, il sort pas non plus. Par contre, il a besoin d'une input qui s'appelle A. Il a besoin d'une input qui s'appelle B, qui sont de type objet. Objet, là c'est littéralement tout et n'importe quoi. C'est une boîte. Point. On s'en fout du type de la boîte, c'est une boîte. Dans d'autres langages, par exemple, c'est any. Voilà. Eux c'est objet. C'est un objet. Et par contre, il a une output qui s'appelle value. Hein, vous vous rappelez, A, B et la output value, qui est de type bool, de type booléen. Et sa réaction, elle renvoie une nouvelle réaction, donc voilà, et qui a juste une fonction execute, qui va dire, ok, je récupère A. Et Gentoo, après chaque match, je te demande explicitement d'exécuter cette commande de nettoyage afin notamment de nettoyer toutes les anciennes versions de Unity. C'est un peu con, je trouve, parce que du coup, il pourrait le faire automatiquement dans la mage. Bon après c'est parce que tout doit être fait à la main, mais bon. Donc du coup je récupère un objet A, un objet B, voilà, qui peuvent être nuls. Là pour le coup je m'en fous, hein. Si jamais on essaie de dire nul, est-ce que nul vaut nul? Bah oui, nul vaut nul. Du coup c'est ce que je regarde, je fais est-ce que A est différent de nul? Si c'est le cas, je regarde est-ce que A est égal à B. Peu importe si B est nul ou pas. Ça je m'en fous. Parce que potentiellement je peux avoir un objet qui vaut nul. Et qui pour lui quand tu fais égal égal nul, c'est vrai. Par contre si tu fais différent de nul, c'est faux. Donc, voilà. Pareil avec B. Du coup si c'est B qui est différent de nul, bah, je peux regarder. Est-ce que B est égal à A? Là ça reviendrait au même que si je faisais ça. Puisque je sais que A est nul, parce qu'en fait sinon cette condition elle aurait été vérifiée. Donc si je suis arrivé dans cette condition là, c'est que A était nul. Voilà. Mais je préfère le faire comme ça. Parce que potentiellement il peut accepter qu'il soit nul que s'il est du même type que lui. Donc c'est... je sais pas le comportement de comparaison qu'ils ont ces objets là. Donc je préfère lui donner le paramètre. Et sinon, bah, c'est à dire que A et B sont nuls. Sont tous les deux nuls. Bah dans ces cas là je pars du principe que bah nul ça vaut nul. Donc value je le mets à la trou. Donc cet output il vaut ça.
Ce qui fait que du coup il fait bel et bien une comparaison entre les deux valeurs. Et il return nul. Parce que bah lui, comme je l'ai dit, son execute, il est pas dans le chemin d'exécution. Donc lui il va rien trigger. Donc pour dire qu'il ne trigger rien, bah il renvoie nul. Puisque nul c'est rien, comme je l'ai dit. Ensuite, on a le if. Qu'est-ce que j'ai changé dans mon... J'ai rien changé là-dedans. Ah oui d'accord, c'est parce que j'avais fait ces modifications. Ok. If. Bah lui, il sait qu'il a deux triggers, true et false. Et il a une input qui s'appelle condition. Donc deux triggers, true et false. Et une input qui s'appelle condition. Hop. Faut que je retourne là. Et donc lui, son code, c'est je récupère la condition. Si la condition est nulle, il y a un souci, je m'arrête. Donc je return nul. Je vais rien exécuter. Sinon, bah je regarde. Si ma condition est vraie, j'exécute vrai. Sinon, j'exécute faux. Tout simplement. Dites-vous que ça c'est vraiment les trucs les plus basiques hein, qui existent. Ça n'empêche de faire sudo emerge-sync and emerge-update-delete emerge pour tout faire en une seule ligne. Ouais voilà. Le fait d'avoir les liaisons. Ensuite, lambda nucleus. Alors ça c'est un truc un petit peu complexe parce que en gros, on peut créer ce qu'on appelle des delegates. En gros, c'est un peu complexe, mais c'est juste un moyen de stocker une fonction. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker, par exemple, je pourrais stocker new réaction. Voilà. Et donc lui, quand il va appeler cette fonction, il va appeler new réaction qui est derrière. C'est un truc en particulier, mais ça c'est ce qui permet par exemple, bah, si jamais vous voulez faire un comportement qui est avec des fonctions comme ça, pour créer votre truc, vous pouvez le faire comme ça. Return, lui il est d'autant plus simple, c'est que lui, littéralement, il a pas de réaction, il a aucun comportement, il se passe rien en fait. Il attend juste qu'on lui donne quelque chose dans son input, et donc il a un add input, value, avec du coup le type de la value. Puisque lui il est pas templété, puisqu'on sait pas du tout le type de return, donc du coup on le prend en paramètre. Voilà, et il dit que c'est return, et true, parce que bah, lui en effet il a bien une entrée, par contre il a pas de sortie. En chemin d'exécution, vous voyez qu'il a bien une entrée, par contre il a pas de sortie. Et enfin value, lui c'est le plus complexe on va dire. Lui il prend un objet, qui est la valeur qu'on veut donner, donc par exemple 42. Donc là il reçoit 42, il le stocke. En output, il dit value avec le type de la value. Donc par exemple, si j'ai mis un 42 qui a un int, bah, en fait pour lui, value est typé en tant que int. Voilà. Et ensuite, à chaque fois qu'on va l'utiliser, il va créer une nouvelle réaction avec comme paramètre la value. Et donc lui, tout ce qu'il fait, c'est que quand il s'exécute, il set l'output avec la bonne valeur. Voilà. Donc c'est-à-dire que si jamais ça a été lié, en le setant, ça va set cet input là. Et il return nul, puisque dans tous les cas, il n'est pas dans le chemin d'exécution. Donc ça, c'est les nucléus standards. Hop, hop, hop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? On crée, du coup, un laboratoire. Ce laboratoire, dedans, on va stocker tous les nucléus. Voilà, ils sont tous stockés là. Donc on fait un add de nucléus. Donc si vous avez des nucléus qui sont customisés, vous avez vos propres nucléus que vous ajoutez, vous le faites là. Vous appelez le add nucléus de votre truc. Donc là, si jamais je reprends mon test main, en fait là ici je peux faire laboratory.add nucléus et je peux ajouter le nucléus que je veux. Nous on en a pas besoin parce que c'est les nucléus par défaut. J'ai un souci avec mes Gento, je débug ça et je reviens. Bon courage. Lui il ajoute par défaut base equals if et il a aussi par défaut, enfin la molécule a aussi par défaut les values et les returns. Par défaut, lui il les a. Parce qu'elles sont typées. Donc c'est un peu, elles sont un petit peu différentes. Parce que elles sont typées. Pensez-y. D'ailleurs j'y pense, mais en vrai... Oh putain, je viens de penser à un truc. Attendez. je vais faire une petite modification dans ma molécule. Ah oui, merde. C'est vrai, j'avais oublié ce détail.
j'avais oublié ce petit détail. Mais du coup, on va mettre private read only nucleus m underscore return nucleus. Voilà. Voilà. Et du coup, ça, on peut directement le faire ici. Ouf. Voilà. Ce qui fait que ça, du coup, j'ai plus besoin de le stocker et ça, je peux sourire. Ouais. Mais bon, ça, je vais expliquer après ce que j'ai fait. On en parle après. Mais donc, du coup, dans mon laboratoire, je stocke tous les nucléus que j'ai besoin. Ensuite, vient du coup la partie suivante. J'ai besoin de créer une molécule. Donc ça, c'est la fameuse deuxième ligne du code. Ici, je crée une molécule et je lui dis le type de retour que va avoir cette molécule. Donc là, par exemple, elle va renvoyer une chaîne de caractères. Donc, dans mon labo, je vais créer une nouvelle molécule, sachant que la molécule se construit avec un labo et un type. Parce qu'elle va créer justement son nucléus de retour. Et ça, elle le renvoie. Donc elle va créer, du coup, elle va stocker laboratoire et son type de retour. Et ensuite, dans mon test main, je vais pouvoir faire des atomes. Quand j'appelle l'atome le new atom, en fait, ça crée... En fait, ça va appeler le new atom du laboratoire. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Plutôt que de restocker tous les nucléus dans les molécules et éviter d'avoir 15 milliards de fois stocké les mêmes nucléus, mais en fait, ils sont tous stockés dans le labo. Et on va interroger le labo pour avoir le nucléus. Et en fait, lui, du coup, ce qu'il fait, le labo, c'est que quand je crée, il regarde si jamais j'ai bien un nucléus qui a ce nom-là. Si j'en ai pas, bah je renvoie nul. Et sinon, bah je crée un nouvel atome et je le renvoie. Et ensuite, du coup, on a l'atome. Donc c'est là où il y a toute la logique du code. Hein. Il y a 200 lignes, je crois, à peu près, un peu plus. 250 lignes, voilà. Parce qu'il y a aussi les inputs, les outputs, il y a des trucs un peu complexes. Qui lui prend un nucléus et en gros, il va dire, ok, est-ce que du coup je peux entrer? Est-ce que je suis dans le, est-ce que j'ai une entrée dans la ligne d'exécution? Bah ça, je le récupère du nucléus. Ensuite, je crée une nouvelle réaction et je la set. Donc je set la réaction et je set l'atome dessus. C'est pour ça que je vous disais que, bah en fait, quand on appelle le execute et toutes les fonctions qui peuvent être appelées après par le truc, on part du principe qu'on a forcément le set atome qui a été fait. C'est pour ça qu'on ne check pas dans le... Il est où? Réaction. C'est pour ça que ici, on ne vérifie pas s'il est nul. On dit il est non nul. Oups là, je mets des coups de tête dans mon micro. On dit il est non nul. Point. C'est d'office, on le sait. Parce que justement cet atome il est créé à partir juste après sa création. En fait, on l'initialise et ensuite on set atome. Voilà. Après, ça veut bien évidemment dire que dans les constructeurs des réactions, ils ne doivent surtout pas appeler ces fonctions-là. Parce que sinon, là, ça va péter. Pour des raisons évidentes. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il regarde toutes les inputs qui ont été stipulés, avec leur nom, leur type, et il crée une input. Alors, il a besoin, enfin, l'input a besoin d'être consciente de l'atome auquel elle est rattachée, et pareil pour l'output. Mais après, elles ont leur nom et leur type. Et elle les stocke par rapport à leur nom. Pauvre micro, j'ai mis des coups de boule depuis le début. Et ensuite, on parcourt tous les triggers. Et en fait, on va lier tous les triggers à nul, à rien. Mais en fait, comme ça, nous, on sait que ces triggers, ils existent. On les a tous listés. Comme ça, si on essaye d'appeler un trigger qui n'existe pas, on le sait. Parce qu'il ne sera pas dans triggers. Et si jamais on essaye de lier un atome à un trigger qui n'existe pas, et ben on le saura parce que pareil, il ne sera pas dans triggers. Mais par contre, triggers, donc c'est un dictionnaire, donc c'est juste un dictionnaire, hein, vous savez ce que c'est qu'un dictionnaire, un mot, une définition. Voilà. Bah là du coup le mot en question c'est ce qu'on appelle une clé, qui peut être de n'importe quel type, et la définition c'est une valeur qui peut être de n'importe quel type. Bah nous du coup on est vraiment sur le cas d'un dictionnaire, donc notre clé c'est une chaîne de caractères, et notre valeur, notre définition, là par exemple c'est un atome qui peut du coup être nul, parce que comme ça on peut le set ici. Là ici c'est les inputs, et là ici c'est les outputs. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors, le can be entry point. Je vais passer dans tout l'atome, comme ça vous avez l'explication complète.
can be entry point, c'est juste pour savoir est-ce que ça peut être un point d'entrée. Parce qu'un point d'entrée, c'est très simple à reconnaître. Par rapport à la ligne d'exécution, il est forcément au début. Donc, lui, on peut pas l'appeler. Par contre, il peut appeler. Donc ça veut dire que il ne doit pas être en can entry. Et il doit avoir à minima un trigger. Vous voyez, c'est count supérieur à 0. Donc en gros, est-ce que il regarde le nombre de triggers que j'ai. S'il y en a plus que 0, c'est bon. Donc plus que 0, 1, c'est plus que 0. Donc s'il y en a minimum 1, c'est bon. J'ai pas d'entrée dans la ligne d'exécution, par contre j'ai une sortie. C'est le fameux truc où c'est pour ça que lui il a pas d'entrée et il a une sortie. Donc il est bon. Lui il peut être un entry point. Le check c'est la fonction la plus complexe, on en parlera après. C'est elle qui fait la vérification de toute l'arborescence. Donc c'est un tout petit peu complexe. Check, voilà. Trigger. Donc ça c'est simplement une fonction interne qui elle va juste dire ok, je vais regarder dans mes triggers si j'ai bien celui qui correspond. Et si oui, bah je vais exécuter celui qui correspond. Si par contre j'ai pas d'atome qui est lié, parce que je vous rappelle que dans les triggers, ils sont plus bas. Dans les triggers, l'atome il peut être nul. Et c'est littéralement ça, c'est si jamais ça n'a pas été lié. Dans ces cas-là, on considère qu'on n'a pas réussi à trigger. Donc on va renvoyer faux. Sinon, en fait ça va réussir, en fait on va regarder ce que l'exécution va renvoyer. Parce que si l'exécution est foire, elle va dire j'ai pas réussi à exécuter. Donc le trigger aura pas réussi non plus, donc par extension tout va échouer derrière. Et sinon, bah voilà, si jamais j'ai tout simplement pas le trigger qu'on me demande, voilà par exemple si jamais lui entry il trigger true, bah il a pas. Donc il va dire bah non, j'ai pas réussi à faire mon trigger. Ensuite le get input, donc ça c'est ce qui permet de récupérer la valeur d'une input. Donc je prends son nom et je regarde est-ce qu'elle a une valeur. Ensuite, le set output, c'est ce qui permet de set la valeur d'une output. Ça, c'est tout simplement parce que, imaginons que je crée un entry point qui a une output. Par exemple, un entry point qui correspond à un event. Bah, un event, il va avoir des paramètres. Si j'ai un event de sub, bah, je vais avoir le nom de la personne qui s'est sub. Et le tiers de son sub. 2 infos. Donc j'ai des outputs. Mais ça, il faut que je puisse les set de l'extérieur. C'est ça la particularité, c'est que ça, je les set depuis l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est une fonction qui elle est publique. Et pareil le get input, il est public parce que je dois pouvoir potentiellement à tout moment aller récupérer la valeur d'une input d'un atome. Ensuite on a le execute, donc lui il parcourt tout simplement toutes les inputs et il évalue. Donc en gros c'est ce que je vous disais, c'est il regarde toutes les inputs et il les évalue. Evaluate, si jamais j'ai déjà la valeur, il va renvoyer vrai, tout de suite. Donc ça c'est bon. Sinon, il va aller exécuter la suite. Et si jamais il y a une seule erreur dans cette exécution, par exemple au final je suis branché à rien, ou il y a un bug qui fait que lui ne met pas la valeur, il oublie en fait de set l'output, donc ça se set pas. Donc j'ai bien exécuté mais il n'a pas été set, bah il y a une erreur, donc l'évaluate est faux. Donc lui il va return faux à son execute. Il dit j'ai pas réussi à m'exécuter parce que j'ai pas réussi à évaluer mes inputs. Sinon, bah il a tous ses inputs, donc là ça il a toutes ses valeurs. Il peut s'exécuter normalement, donc il s'exécute. Et donc là on récupère le exit point, et ensuite on va vérifier qu'il a bien set toutes ses outputs. Voilà. Là on vérifie que lui il a bien set up toutes ses outputs, pour éviter que ça faille ailleurs. Et si tout ça c'est bon, dans ces cas-là l'exécution c'est bien faite. Donc maintenant je regarde est-ce qu'il m'a renvoyé un point d'exit. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il veut que je trigger quelque chose après. Donc je vais le trigger. Donc là par exemple si c'est le cas du return, return il prend une input, il va checker qu'il a bien reçu l'input, il va execute, donc il va set sa value, enfin, il va execute donc il va rien se passer d'ailleurs. J'y pense hein, mais il va rien se passer, parce qu'il a pas de réaction. Donc avec le point d'interrogation, en fait le point d'interrogation il va dire si c'est non nul, tu appelles cette fonction là, sinon tu renvoies nul. Donc du coup, bah là il a pas de réaction lui, parce que c'est un return. Donc du coup exit point il vaut nul. Ensuite il va parcourir les outputs, bah return il a pas d'output, donc il va rien parcourir, donc il va direct passer à la suite. Exit point il est nul, donc il va pas appeler le trigger, et donc il va return. D'ailleurs j'y pense. Là ça doit être return trigger. J'ai raté mon coup. Oui, je dois return trigger. Je dois return sa valeur. C'est le trigger qui est là. Parce que lui il return ça.
Parce que du coup si ça a échoué, si jamais l'exit point qu'on m'a renvoyé il est faux, bah mon execute il a foiré aussi. Ensuite on a les bonds. Alors les get bonds pour l'instant on s'y intéressera pas, ça servira plus tard lorsqu'on parlera de la sérialisation. J'emploie des termes techniques, on oublie. Mais du coup on va parler du bond là. En gros lui, je lui donne le trigger et l'atome sur lequel je veux bond. Donc lui il va regarder, est-ce que mon atome il a un point d'entrée dans la ligne d'exécution? Parce que si jamais j'essaye de bond l'entry point à un if, ça peut pas très bien marcher parce que l'entry point il a pas d'entrée. Je peux pas le brancher à quelque chose. On peut brancher des trucs à entry mais on peut pas brancher entry à quelque chose. Donc déjà c'est le premier check à faire, c'est on vérifie ça. C'est la base. Ensuite on regarde si j'ai bien le trigger qui correspond. Si c'est le cas, je vais dire à l'atome qu'il va être appelé par celui-ci. D'ailleurs je suis bête. Parce que mcaller, ça devrait être une liste. Parce que je peux être bond à plusieurs trucs. Je viens d'y penser. Donc je dis juste que maintenant ça c'est une liste. Et on va juste vérifier tout ce qui a été fait dessus. Donc là c'est point. Count. Égal 0. Là tout simplement c'est le fameux coup de est-ce que ma node elle est liée, mon atome est lié. C'est le check mais ça on en reparlera après. Et ensuite du coup ici c'est point add. Donc là je l'ajoute à la liste, c'est mieux que ce soit une liste. Et donc là on est bon, ok. Donc j'ajoute à la liste des callers lui. Et ensuite je mets bien le lien dans mon atome de dire bah si tu triggers ça c'est cet atome là que tu avais. C'est-à-dire qu'en fait un atome, un trigger ne peut être lié qu'à un seul atome, par contre un atome peut être appelé par plusieurs triggers. C'est-à-dire que je peux avoir le même if qui peut être appelé par d'autres trucs. Tout simplement en fonction de bah je peux avoir une condition, vous voyez là j'ai un true, j'ai un false. Mais en fait il pourrait se passer quelque chose derrière qui renvoie dans la même note d'exécution derrière. C'est pour ça que c'est un peu complexe. Par exemple ça pourrait être un set de value. C'est tout con hein, mais ça peut être un set de value qui renvoie du coup la valeur, donc qui la transforme en un truc d'exécution. C'est un peu complexe mais on en parlera, on en parlera. Et donc ensuite bah, je return vrai parce que c'est bon. Et sinon bah en fait on a essayé de te lier sur un trigger qui n'existe pas, donc je return faux. Et on a pareil ici où c'est avec une output et une input dans l'atome. Donc en gros on va regarder si nous on a l'output déjà qui correspond. Si c'est le cas on regarde si l'atome il a l'input qui correspond. Et si c'est le cas bah, on crée le lien entre les deux. C'est tout simple. Ensuite. Y a quoi du coup que j'ai pas pensé? Je réfléchis. Oui, il faut que je vérifie du coup si le execute ici a été appelé. Il y a des trucs qu'il va falloir que je fasse ici de toute façon. C'est des trucs à base de reset et compagnie. Alors déjà en vrai c'est vrai que là le nom, je peux le supprimer. Je viens d'y penser. Là j'ai pas besoin du nom en fait. J'ai pas besoin de savoir le nom de mon output. Mais en fait pour les bienfaits de l'exécution il faut que je puisse tout reset. Donc je vais juste définir les inputs que je vous montre à quoi ils ressemblent. Après en fait on va faire du code plus tard. Peut-être pas ce soir, peut-être ce soir, on verra. Mais donc du coup ça c'est une input, elle est définie parce que bah, elle a un atome, l'atome de l'input C. Donc c'est-à-dire que par exemple l'input condition ici, son atome c'est if. Et par exemple lui, alors on va prendre plutôt le cas de égal. Son input A, son atome c'est égal. L'atome de B c'est égal. L'atome de value, qui est l'output, c'est égal. Ils sont bien au même, ils savent à quel atome ils sont branchés en fait. Donc il connaît l'atome, il connaît son nom. Donc là par exemple lui il sait qu'il s'appelle A. C'est important pour des besoins de sérialisation futurs. Il sait de quel type il est. Il sait s'il a une valeur. La valeur du coup en question.
et ensuite à quel output il est branché. Parce que je rappelle qu'une input est forcément raccordée à une output. Une output peut être branchée à plusieurs inputs. Donc ensuite on peut récupérer la valeur et le type. Là c'est le constructeur qui prend du coup l'atome, le nom et le type de disons. Ça c'est ce qui va servir à la sérialisation. Ça c'est la partie check donc on s'en fout. Et ça c'est la partie evaluate du coup qui nous intéresse. Donc le evaluate il regarde du coup s'il a une valeur. C'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il a une valeur déjà? Si oui, bah il renvoie direct vrai. Sinon, il regarde s'il est bien lié à une output. S'il n'est pas lié à une output, il y a un problème dans l'évaluation. On arrête. Point. Sinon, dans ces cas-là, j'appelle le evaluate de mon output. Qui lui, du coup, va faire l'execute de l'atome. Et quand on va lui set sa valeur, il va aussi set ma valeur à moi. Donc ce qui fait que normalement, après l'evaluate, si tout s'est bien passé, ma valeur a dû être mise à jour. Donc, je vais renvoyer as value. Parce que si elle a bien été set ma valeur, si on a bien mis ma valeur à jour, bah du coup j'ai un as value qui est vrai. Donc je renvoie, j'ai une valeur, en effet. Donc mon evaluate a bien marché, j'ai bel et bien une valeur, je peux l'utiliser. Sinon, il y a eu une erreur quelque part, donc mon as value il est toujours à faux, il n'a pas bougé. Donc je renvoie direct en disant attention, c'est faux. Donc je peux renvoyer sa valeur directement. IsBanded, bah lui il regarde juste s'il a une output. Voilà. Set value, c'est justement le fameux truc qui va set la value, donc il regarde. Si ma value est nulle ou qu'elle est du bon type, dans ces cas-là, je stocke ma value et je dis ma value est vraie. Et là, il faut que je rajoute juste une petite fonction. Public void reset qui va mettre m value à nul et m as value à false. C'est important. Et bien évidemment, d'ailleurs attendez, hop, on va directement le faire comme ça. Il va reset l'output. Ah oui mais non parce que je vais créer une boucle. Ah, va falloir que je réfléchisse à ça. Donc ça c'est un reset, ok. Ensuite, l'output. Donc après le bond, ça c'est justement pour lier une output. Donc en gros je set l'output que j'ai, l'output qu'on me donne. Du coup une output elle est pareille, elle connaît son atome, son type. Elle a une liste d'inputs auxquels elle est liée. Pareil, est-ce qu'elle a une valeur et la valeur. Donc son constructeur c'est le même, ça on s'en fout. Ça on s'en fout pour l'instant. Have value, bah il regarde juste est-ce que tu as une valeur. Et le set value, lui ce qu'il fait c'est pareil, il regarde est-ce que la valeur elle est nulle ou assignable. Si oui, bah dans ces cas-là je set ma value, je dis que j'ai une valeur. Et ensuite je parcours toutes mes inputs et je leur dis voilà la valeur que tu veux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, on va tout simplement rajouter une fonction public void reset qui va faire exactement la même chose que le reset qui est là. Il va set sa value et son as value à false. Tout simplement. Parce qu'après je vais rajouter un petit truc un peu particulier derrière, vous comprendrez. Et ensuite le bound à une input, il regarde si l'input elle n'est pas déjà liée à une autre output. Parce que je vous l'ai dit, une output peut être liée à plusieurs inputs, par contre une input peut être liée qu'à une seule output. Donc c'est l'exemple ici. Condition, il peut être lié qu'à une seule sortie. Par contre value, je peux le lier à condition et je peux le lier à autre chose. C'est pas un problème, ça marchera. Je peux avoir un autre if derrière qui sera relié. Ça marchera. D'accord? Et il vérifie que bah évidemment l'input est du même type. Parce que si jamais on essaye de me lier une input de type booléen qui renvoie vrai ou faux à une output qui est de type chaîne de caractères, ça va être compliqué. D'accord? Donc je ne fais pas. Je dis ça marche pas, je renvoie faux. Sinon bah dans ces cas là j'ajoute dans ma liste input bah, la nouvelle input. Je dis que bah voilà mon lien c'est le fameux bond avec l'output.
Et ensuite, petite particularité, si jamais j'ai déjà ma valeur, au moment où on crée le lien, je la set directement. Ça permet que s'il y a des liens dynamiques qui se font d'une manière ou d'une autre pendant l'exécution, que les valeurs soient bien mises à jour comme il faut. C'est un petit moyen qui va être qui sert à rien en temps normal, parce que normalement les liens sont déjà faits, mais qui potentiellement pour un outil de debug qui pourrait survenir plus tard, et on sait jamais, pourra sûrement y en avoir un, va être ultra utile. Je le dis. De pouvoir modifier les liens à la volée. Voilà, c'est à ça que ça sert ce truc là, c'est pouvoir modifier à la volée les liens. Et ensuite, le evaluate, vous vous rappelez, lui il disait si j'ai pas de value, j'appelle le evaluate, et ben en fait le evaluate tout ce qu'il fait c'est exécuter l'atome. Et exécuter, vous vous rappelez ce qui se passe, il va évaluer ses inputs, une fois qu'il les a, il va appeler sa réaction, il va définir, il va appeler son comportement, et il va faire. Et les comportements c'est ce qu'on avait vu par exemple, le if, qui va juste regarder la valeur de la condition, si elle est vraie, il appelle vrai, si elle est fausse, il appelle faux. Voilà. Partie très basique. Donc voilà, et ensuite, je vais juste rajouter un petit truc que j'avais pas mis encore là-dedans. C'est une fonction publique qui s'appelle reset. Reset, donc là, elle va juste parcourir toutes les inputs et toutes les outputs. Elles sont où? C'est input et output. Ouais, bah voilà, on va faire plus simple. Hop, on va faire for each. Voilà, et on va faire la même chose, sauf que là on va faire avec output. Hop. Voilà. Donc en gros, lui, il va juste reset les valeurs de ses inputs et outputs. C'est ce qui permettra par exemple de recalculer tout. De relancer, en fait, de réexécuter toutes les nodes. Donc là, on est bon. Et donc ensuite, on va rajouter un petit détail dans la molécule. C'est qu'il va avoir une liste d'atomes qui en fait va juste stocker tous les atomes qui ont été créés. Donc dès qu'on crée un atome, on le stocke en fait. Hop. Donc on va faire que ici on fait atome égale hop. If atome, non, ça va être un petit peu différent. C'est si jamais il est non nul. Dans ces cas-là, on l'ajoute. Et on return dans tous les cas atome. Même chose avec lui, du coup. C'est atome égale hop. Je vois même pas pourquoi il me le caste. Et on return atome. Et ensuite lui, du coup, ici, bien évidemment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que là du coup on les stocke tous. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est que avant de exécute, hop, in, donc hop. Voilà. Ce qui fait que du coup ici, avant de l'exécuter, on va appeler le reset. Ce qui fait qu'en vrai du coup je peux directement mettre ça et pas me faire chier. Voilà. Ce qui fait qu'en gros je vais pouvoir, comme je reset tous mes atomes,
avant de refaire une exécution. Ça fait que du coup je peux appeler plusieurs fois et donc potentiellement changer mes valeurs aussi. Ça après j'avoue que je me demande comment je peux le gérer ce truc là. De changer à la volée les valeurs justement d'un atome de valeur. Mais bon, on va maintenant parler justement dans l'atome du check. Que je puisse vous expliquer comment il fonctionne parce que c'est un sacré bordel ce truc là. Donc le check. Déjà dans le premier temps quand je vous l'ai dit, il regarde est-ce que c'est une entrée et est-ce qu'il a appelé. Si c'est pas le cas, il renvoie faux. Sinon, il va créer un set avec les ID pour checker la récursivité. Donc en gros ce set là, il va être rempli au fur et à mesure des checks par tous les atomes dans lesquels on passe. Et si à un moment il voit qu'il ne peut pas ajouter l'atome dans le set, parce qu'il existe déjà, ça veut dire qu'on a bouclé et qu'on est revenu dessus. Sachant qu'il passe des inputs. Donc c'est à dire que d'une manière ou d'une autre, mon input elle a été reliée à une de mes outputs. Donc il y a une boucle qui a été créée, et donc ça c'est pas bon. C'est à dire que quand je vais vouloir résoudre mon input, je vais devoir la re-résoudre, et en fait je vais devoir résoudre mon input pour résoudre mon input. Donc c'est pas possible. Donc ensuite, il va checker les inputs. Donc comment il fait? Bah, il ajoute l'ID. Parce que en gros ça c'est un ID qui est unique. C'est un identifiant qui est unique, c'est-à-dire que peu importe l'atome, il aura forcément un identifiant qui lui sera unique. Il n'y a que lui qui a celui-là. Chaque atome est unique pour ça. Donc il voit s'il peut l'ajouter dans le hash set. S'il peut pas, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on est déjà passé dedans, donc il renvoie faux. Sinon, c'est-à-dire que, bah en effet j'ai pu ajouter, donc dans ces cas il va parcourir toutes ses inputs, et il va appeler le check input. Check input, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il appelle le check input de l'output. Et si il n'a pas d'output, il renvoie false. Bah oui, parce que du coup si mon input elle est pas liée à quelque chose, je peux pas résoudre mon input. C'est aussi simple que ça, hein, faut comprendre, c'est très bête. Mais je peux pas résoudre une input si elle est liée à rien. Tada! Du coup, voilà. Et sinon il appelle le check input de l'output. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est appeler le check input de son atome. Parce que, du coup, elle est pas l'output, c'est l'output d'un autre atome qui est lié. Donc, je peux le faire. Alors si c'est l'output du même atome, bah dès que je vais faire le check input de cet atome, au moment où il va vouloir ajouter l'ID, bah il va faire ah bah non je peux pas, il existe déjà. Bon bah c'est qu'il y a une récursion. Sinon il va continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il va tomber sur un atome qui n'a pas d'input. Exemple tout bête dans notre exemple ici, le truc ici, il n'a pas d'input. Donc bah là, il va arrêter. Il va s'arrêter, il n'a plus besoin de vérifier. Et donc à partir de là, bah il va renvoyer vrai. Parce que c'est-à-dire que pour lui, toutes ses inputs sont bonnes, elles sont bien liées à quelque chose. Il n'y a pas de récursion dans leur liaison. Donc c'est que c'est bon. Les inputs sont valides. On a bien un chemin d'input qui est valide. Ensuite, on continue dans les checks. Lui, il va parcourir tous les triggers pour s'assurer que tous les atomes qu'il va appeler sont valides. On a besoin de savoir si tous les atomes qu'on va appeler sont valides. Ce qui fait qu'en réalité, ici quand je check mon entry, il va checker mon if, qui va checker lui, lui et lui. Alors en vrai il se check pas complètement, il check les inputs et les outputs. Mais on sait que les inputs et les outputs sont bonnes ici. C'est ça qui est intéressant. C'est que là on sait que les inputs et les outputs elles sont bonnes. Mais nous ce qu'on veut c'est voir que le chemin d'exécution il est bon. Donc on le gère comme ça. Et ensuite, bah, si tout ça c'est bon, il return que c'est bon. Sachant que vous voyez bien que comme j'appelle mon check, d'ailleurs je vérifie, je viens de penser que j'appelle pas forcément le check input. En fait le check input il devrait le faire ça. C'est le check input qui devrait faire ça, je suis bête. Oui parce que potentiellement on peut avoir branché sur une node ici.
une note d'exécution, mais qui du coup n'est pas appelée. Donc qui ne sera jamais techniquement exécutée. Enfin, qui ne devrait jamais l'être. En réalité, elle peut, mais elle n'est pas dans le chemin d'exécution alors qu'elle devrait être dans un chemin d'exécution. Donc on considère que c'est une erreur. Donc c'est pour ça qu'on va checker ça en fait ici. C'est mieux de le checker dans l'input parce que si on t'appelle, alors si jamais on peut pas, si jamais tu peux pas être dans le chemin d'exécution, bah de toute façon ça c'est faux. Donc faux et peu importe ce qui se passe c'est faux. Donc la condition là elle est fausse, donc ça appellera jamais le return. Si par contre c'est vrai, dans ces cas là il va regarder ce qu'on t'appelle. Et si on t'appelle pas c'est qu'il y a un problème. Donc là celle-là, ce check là est mieux. Ce que je l'appelle moi-même. Donc là maintenant on est bon et donc là vous avez pu voir comment on fait le check. Et donc du coup, bah comment ça fonctionne d'ailleurs au niveau du check, bah en fait la molécule, elle va tout simplement, au moment de la validation, checker son entry point. Sachant que si elle n'a pas d'entry point, elle n'est pas valide. Une molécule n'est valide que si elle a un point d'entrée. Voilà, t'appelles pas un programme sans point d'entrée, c'est pas possible. Sinon tu sais pas par où tu recommences en fait. Donc tant qu'on lui a pas dit par où on commence, voilà. Et donc après là il renvoie le is valide. Donc si c'est valide, c'est bon. Le validate il va fonctionner. Il va me dire c'est bon, j'ai réussi, j'ai bien pu tout évaluer, j'ai pu tout vérifier, tout est bon. Il n'y a pas de récursion, toutes tes inputs sont bien là des outputs, tous les atomes qui doivent être dans un chemin d'exécution sont dans un chemin d'exécution, on est bon. Après, comme j'ai dit dans le chemin d'exécution, il peut y avoir du coup plusieurs chemins qui sortent d'un atome, mais pas tous les chemins doivent être liés. Par contre son entrée à elle doit l'être. Ça c'est autre chose. Mais donc voilà. Et donc là, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on doit appeler le validate avant d'exécuter, parce que lui il check ce petit truc là. Et donc si on exécute, bah du coup c'est là qu'il appelle le reset de tous les atomes, et qu'ensuite, pouf, il exécute. Et donc comme ça, vous avez vu exactement tout le fonctionnement de ce code. Vous voyez maintenant comment tout fonctionne. La seule chose que j'aimerais rajouter, c'est une petite information, toute petite, de pas grand chose. Dans mon atome, c'est un booléen, heureux du coup, c'est une dernière petite information qui est un booléen qui s'appelle was executed, qui de base est à false, bien évidemment, qui du coup quand on reset, bah il repasse à false. Voilà. Et par contre, bah quand on appelle son execute, il passe à vrai. D'ailleurs, attendez, non. Il passe à vrai que si on return vrai. Donc là, il passe à vrai. Et là, en vrai, on peut faire un petit truc. Petit tricks. Parce qu'on veut que was executed, il soit vrai si trigger est vrai, et il est faux si trigger est faux. Donc, on va dire qu'il vaut la même version. Il vaut ce que lui, il vaut. Et on veut renvoyer vrai si ça c'est vrai, et faux si c'est faux. Donc, boum. Il faut, il vaut mieux s'avouer vaincu, installer un système plus simple et continuer à progresser avant de retenter l'expérience plutôt que de s'entêter. Oui, c'est vrai. Ça, je l'ai déjà vu des fois de dire ouais, non, ça c'est pas une bonne idée, pouf, on revient en arrière. Donc, du coup, voilà, donc ça c'est bon. Et en fait, ça va me permettre de savoir si jamais mon atome a été exécuté. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma molécule, j'ai tous mes trucs de création, j'ai mon set d'entry point, on va aider, on exécute, et j'ai surtout le get result. Sauf que le get result, il regarde si j'ai une input non nulle. Sauf que potentiellement, le retour est nul. On m'a renvoyé nul. Donc je dois pouvoir renvoyer nul. Vous voyez? Donc, en fait, ce qu'il va falloir que je regarde ici, c'est pas si j'ai eu une output. Ça, en fait, je dois le renvoyer quoi qu'il arrive. Mais seulement si mon atome a été exécuté. Donc là, on va rajouter un public bool was executed. Voilà, hop. C'est pas une mauvaise idée, parce que Debian c'est bien aussi. Et donc du coup ici, je peux directement faire if atom.was executed. Parce qu'en fait là c'est simplement le result, en fait il regarde tous les retours. Donc en fait si j'en ai un seul qui a été exécuté, c'est bon. Parce que si vous savez, c'est le cas que je vous avais dit que potentiellement, la valeur de retour qu'on lui a donnée a été calculée ailleurs.
voyez par exemple j'ai relié ici value. Et donc en faisant ça, en fait il va prendre cette valeur là parce qu'elle a été utilisée pour calculer ça. Et donc pour lui il aura une valeur, alors que ça se trouve on aura return true. Enfin en vrai on va plutôt mettre l'exemple inverse, parce que du coup il regarde dans l'ordre, donc c'est false le deuxième à être appelé. Donc imaginons que la condition elle est false. Si jamais j'ai dit que c'était sa valeur à lui aussi, mais en fait quand le if il va appeler sa condition, bah ça va le set là, mais ça va aussi set à lui. Donc du coup lui aussi il aura une valeur. Et en plus de ça on peut avoir potentiellement le cas où value est nul. Sauf que dans tous les cas, bah en fait lui il sera pas appelé, il sera pas exécuté. Donc c'est pour ça que je vais plutôt checker, c'est juste un petit changement qui est mieux. Si mon atome de retour a été exécuté, si c'est le cas, s'il a été exécuté, dans ces cas-là, on sait que du coup la valeur de retour a été setupée. Donc, on renvoie la valeur de retour, peu importe ce qu'elle vaut. Sinon, on continue et on return tout simplement default. Gento est encore trop compliqué pour moi sur de nombreux points, et je ne sais pas le niveau pour résoudre les problèmes que j'ai rencontrés ce soir. Alors, c'est bien de s'avouer vaincu, mais c'est aussi bien des fois de quand même continuer de chercher un petit peu à côté. Même si des fois c'est trop complexe, je peux comprendre. Mais je vais juste changer un tout petit truc, c'est que je vais faire un out t ret. On va juste changer un tout petit peu le comportement. Enfin oui du coup ça je peux le copier-coller en fait. Je vais pas me faire chier, hop. Et là je vais renvoyer true. Et là je vais faire ret égale default et je vais renvoyer false et je vais plutôt mettre un bool et je vais l'appeler try get result. Ça change un tout petit peu et ça va juste changer ici. En fait à la fin je vais plutôt faire un if molecule.try get result de out string result. Voilà. Parce que là du coup si jamais ça c'est faux, ça veut dire que aucun de mes returns a été appelé. On a appelé 0 return de tout le code. Donc on renvoie 1, il y a eu une erreur. Sinon bah on affiche. Et ça normalement juste ce petit changement là ça devrait rien changer à ce qu'on a fait. C'est à dire que là normalement si on laisse du coup 4269 il devrait nous mettre du coup world hello. Boom, world hello. Et si jamais on remet 42 ici, il devrait nous mettre hello world. Boom. Ça bouge pas. Le résultat est toujours le même. C'est toujours le bon résultat. Donc ça c'est bon. Donc ça nous permet de voir un petit peu le code qui se cache derrière. Après il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Parce que ce que je vous ai montré là, vous êtes en train de vous dire mais ça c'est bien, c'est top. Alors que derrière le code qui correspond à ça, il est moche. On va être franc. Il est moche, ce code. Donc, l'idée, c'est d'arriver à partir de ça, de générer le code qui correspond. Et c'est ça que je veux. L'idée, elle est là. C'est qu'en fait, on va générer la molécule à partir des informations que le mec il va mettre graphiquement. C'est-à-dire que visuellement, il va faire un clic droit. Il va faire clic droit, nouvelle node, hop, ça crée une node, il va dire le type node, je veux un if, boum, ça me crée un if. Voilà, j'ai un if. C'est tout con, hein. Mais du coup voilà, et il va pouvoir créer des trucs comme ça, et donc à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on a besoin. Je veux une nouvelle value, hop, je fais une nouvelle value, hop. Je dis c'est une string, hop, et je fais mon truc. Voilà. Après le type c'est moi qui vais lister les types et je pourrais créer ce que je veux. Et ça va créer ça va ajouter les molécules en fait comme on veut. Et après en fait ces molécules là vu qu'elles sont ici on pourra créer des liens. On pourra créer des liens entre les inputs, les outputs, on pourra faire ce qu'on veut en fait à partir de là. Et ce sera visuel. Et ensuite donc ça c'est un des premiers points. Et ensuite le deuxième point, et ça c'est le point qui va être le premier que je vais essayer de tacler surtout, c'est le fait de pouvoir sauvegarder ça. Et ça va être très dur. Parce que, je m'explique pourquoi ça va être très dur. Parce qu'on peut se dire, et dans ces cas-là, tout ce que tu as à sauvegarder, c'est tous les atomes que tu as créés. Tout simplement, tous les atomes que tu as créés, pouf. C'est
tous les liens que tu as créés, tous les liens de valeur que tu as créés, qui est l'entry point, et c'est bon. Et tu recrées et tu peux refaire la même chose. Alors oui et non. C'est un peu complexe à expliquer parce qu'en fait, ça, oui, je peux le refaire très facilement. Si je sais de quel type est mon atome, je peux le faire très facilement. Ça, bah je sais que c'est des returns. Il n'y a pas plus simple. Un return, il n'y a même pas de paramètres, il n'y a rien, il n'y a aucune info, c'est juste un return. Donc, je peux les refaire. Les liens, c'est là le petit morceau de code que je vous avais présenté tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va pas regarder. C'est le get bond. Où en fait, il va parcourir toute la liste et en fait, il va régénérer, lui, tous les liens. C'est-à-dire que là, le if condition, il va me renvoyer une liste avec les trous et les return true. Enfin, et alors, ce sera les ID, du coup, qui va me donner. C'est un peu différent, mais c'est les ID qui me donnera. Et en fait, c'est que ça que je veux faire. Et ça, je peux les lister aussi. Donc tout ça, je peux le faire. Mais il y a eux. C'est eux qui vont être ultra casse-couilles. Parce que, bah tout simplement, j'ai le type. Je connais le type de ce truc-là. Je connais sa valeur, mais je ne sais pas comment la réécrire. Et surtout, comment la retranscrire de l'autre côté. C'est là que ça devient un petit peu plus hardcore. Donc, va falloir que j'y réfléchisse énormément. À comment je vais sérialiser et désérialiser ces trucs-là. C'est ça ce qu'on appelle la sérialisation et la désérialisation. La sérialisation, c'est le fait de retranscrire votre objet en chaîne de caractères. Donc un truc qu'on peut mettre dans un fichier. Et la désérialisation, c'est le fait de prendre une chaîne de caractères et de la transformer en objet. L'exemple le plus commun qu'on peut faire, c'est par exemple une chaîne de caractères. Bah, il n'y a pas besoin de la sérialiser ou de la désérialiser, parce que c'est déjà une chaîne de caractères. Un int, bah, je peux très bien avoir une string qui va s'appeler, on va l'appeler myInt, qui vaut 42. Ça, je peux très bien le faire. Et je peux très bien analyser cette chaîne de caractères, la lire caractère par caractère, pour en déduire la valeur. C'est même d'autant plus simple. Alors du coup, on va l'appeler myIntStr. D'autant plus simple qu'on a littéralement une fonction qui s'appelle parse, qui le fait pour nous. Donc ça va, c'est facile. Je peux le gérer. Là où ça va devenir un peu plus galère, c'est quand les valeurs en elles-mêmes ne seront pas des types primitifs, mais des objets créés par l'utilisateur, qu'il va falloir que je sérialise et désérialise. Là, ça devient un poil plus hardcore. Donc ouais, ça va être, comme tu le dis, des mots de crâne en perspective. Je vais juste faire un petit truc. C'est que au lieu de faire new return atom, je vais faire new atom avec return comme value. Et pareil, on va mettre le point d'exclamation. Voilà. Et du coup, dans la molécule, je vais juste faire ce petit changement qui est if name égale return. On fait ce truc là. Je préfère le générer comme ça. Je trouve que ce sera mieux de le générer comme ça. Ensuite, normalement, l'atome, je crois qu'il stocke le nom. Non, il le stocke pas. Du coup, on va juste faire public string name mname. J'ai oublié que c'était public string. Et ensuite, la petite particularité, c'est que du coup, je dois avoir name up. Voilà.
histoire de pouvoir justement stocker l'information là, celle-là. Que je puisse la stocker et du coup pouvoir recréer l'atome tel quel avec son comportement. C'est surtout le comportement moi que je veux pouvoir régénérer. Parce que comme on utilise un laboratoire, en fait à partir du moment où on utilise le même laboratoire, si on stocke tous les atomes de la même manière, on peut les recréer et les réutiliser. Voilà, l'idée elle est là. Ensuite, il faut juste rajouter du coup un m underscore name égale nucleus.name. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que j'aimerais pouvoir faire, qui est un petit peu plus complexe, c'est avoir un internal atome qui prend du coup un nucléus et qui prend l'ID directement. Parce qu'on doit pouvoir recréer l'atome avec le même ID. Vu que je vous l'ai dit, il identifie de manière unique celui-ci. Et du coup ici c'est MID égale ID. Oui je suis bête, c'est pas base, c'est 10. Voilà. Ce qui fait que du coup, en fait là il génère un identifiant unique. Et nous en fait on veut garder cet identifiant unique pour cet atome. Histoire que quand on créera les liens, on puisse se dire justement que c'est un lien avec juste un ID. Parce que du coup, ça permet de sérialiser les atomes. De manière simple. Puisque de toute façon, l'atome, pour le créer, on n'a pas besoin d'avoir 15 milliards d'informations pour le créer. On a juste besoin de savoir de quel type de nucléus il vient. Et on recréera de toute façon le même atome. Tout simplement. Et donc pour créer les liens, pour éviter d'avoir à stocker 15 milliards d'informations, on va stocker justement les ID. Je me gratte parce que ça me démange. Donc on va stocker les ID. Et une fois qu'on aura stocké ces ID, en fait on pourra lier avec des ID. Et en fait nous on pourra dire bah ok, pour tel ID on sait que c'est tel atome, donc on peut créer le lien entre les deux. Voilà. C'est aussi bête que ça hein, mais voilà comment on va créer les ID en fait. Du coup, touk. Donc ça nous permet justement de pouvoir créer un atome avec son ID. Et donc du coup il faut que j'ai la même chose. Avec du coup ici... Oh, je viens de penser à un truc. Un truc tout con, mais... En fait, je peux tout simplement faire que ça c'est new atome avec du coup name et le fameux voilà, faire ça. Hop. 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 Et on va le faire pareil dans le laboratoire. Voilà. Et on va juste changer du coup que dans mon atome, en fait, on crée nous-mêmes l'ID. Ouais, l'ID sera d'office donné. C'est juste que quand tu fais un nouvel atome sans lui donner d'ID, il va lui en générer un et sinon il va récupérer l'ID que tu lui as donné. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de le gérer avec la molécule. Sachant que du coup lui il doit pas être public, il doit être internal. Donc là c'est pareil. Enfin là on va directement faire avec un UID. Parce que ça en fait je sais pas exactement comment on va pouvoir le sérialiser, désérialiser. Parce que vous voyez que ça se base sur une value. Alors en vrai je vais quand même baser je pense mon comportement de la même manière. Hop. Voilà. Et du coup lui... Voilà.
Donc là du coup on est bon. Et donc ça pareil c'est un internal. Ce qui fait que ce n'est pas accessible de l'extérieur, on utilise forcément celui-là. En fait tout ce qu'il faudra du coup c'est que je trouve comment sérialiser, désérialiser ce truc là. Et après on pourra refaire exactement la même chose, on pourra recréer les value atomes, enfin les value atomes, on pourra tout faire. On pourra tout resérialiser. Mais c'est juste ce truc là que je sais pas comment je vais le sérialiser. C'est qu'il y a un installeur graphique qui se facilite énormément le travail. Ça plus le fait que les mages ne mettront pas de diplôme à s'installer. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, ça commence à faire un épisode YouTube très long. Je sais pas du tout d'ailleurs s'il aurait été upload. Ouais, si je vous le re-upload aussi sur la chaîne principale. Et si jamais je vois que les retours sont plutôt négatifs sur les vidéos de code, je les mettrai sur une autre chaîne. Par rapport au fait que vous voulez peut-être que du gaming sur cette chaîne et pas mélanger avec tout. Mais du coup voilà. Là normalement ça devrait rien changer au fonctionnement, voilà. Hello world, et si je remets 69 comme c'était et que je relance, boum, world hello. Donc là on est bon. Il est minuit et demi, chap. Oui, il est minuit et demi. Je vais me coucher, c'est bon, j'ai compris. Mais du coup voilà, ça me permet de vous expliquer un petit peu ce morceau de code. Bien évidemment, alors ça je vais pouvoir le supprimer. Bien évidemment, je précise, donc ça c'est clair, que je vais bien évidemment faire ça en live. En fait je vais les coder avec vous en live ces trucs là. Que donc tout ce que je vais faire après moi sur Streamglass, ce sera purement du Streamglass, pur et dur. Et ça je le ferai avec vous, Chemistry. Donc on fera du coup comment on sérialise tout ça, on va réfléchir ensemble à comment on peut sérialiser tout ça, même s'il y a une bonne partie on sait comment on va le faire, c'est les value atomes qu'on sait pas trop comment on va les sérialiser, parce que vous avez bien vu qu'on peut tous les créer de la même manière, il y a juste ça qu'on sait pas comment on va les créer. D'ailleurs je viens de penser, est-ce que dans molécule j'ai pensé à supprimer le return? Oui, je l'ai supprimé, ok. Donc il reste juste, voilà, ça que je sais pas du tout comment ça va être sérialisé, ce truc là avec les atomes. Mais je vais y réfléchir, je trouverai peut-être une solution ingénieuse pour faire le truc. Parce que je pense sincèrement que de toute façon, je vais être clair, hein, mais que de toute façon, les atomes ne seront pas... comment dire, ne seront pas stockés dans des formats de fichiers connus. On va créer notre propre format de fichier pour factoriser tout et tout concaténer et tout mettre. Ce que je me dis d'ailleurs, et ça on le fera sûrement dans un prochain live, c'est qu'on va peut-être pas passer par les GUID. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble un GUID, je vous montre. Attendez. Voilà. Je vous montre un exemple de GUID. Voilà. C'est ça là. C'est ça un GUID. Voilà. Un GUID c'est ce qu'on appelle un Globally Unique Identifier. C'est-à-dire que celui-là, c'est la première fois au monde qu'il est généré. Il n'y en a aucun autre au monde, dans l'histoire de l'humanité, qui a été généré comme ça. Voilà. Il est unique au monde. Et dans l'histoire. Alors ça se trouve dans le futur, il y aura peut-être un qui régénérera le même GUID, mais en théorie il est complètement unique. D'ailleurs petit conseil, quand vous sortez de votre zone de confort, prévoyez un plan B, un truc que vous maîtrisez sur lequel vous pouvez vous rabattre si votre plan initial ne fonctionne pas. Oui, c'est totalement vrai, très bon conseil. Soyez prêts. Ou alors, et ça c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, qui sort un peu, prévoyez que ça peut échouer. En gros, si vous sortez de vos zones de confort, partez du principe que ça va peut-être pas marcher. Clippez ce moment d'histoire. J'ai dit qu'il avait raison et qu'il donnait un bon conseil. Mais oui, en gros, quand vous sortez de vos zones de confort, c'est important de se dire, soit j'ai un plan de secours parce que peut-être que je veux faire un truc, mais la manière dont je vais le faire va me faire sortir de zone de confort, mais je prévois une autre manière de le faire pour quand même réussir ce que je veux faire si jamais j'échoue. Ou alors, juste je veux me challenger, je sors de ma zone de confort, et dans ces cas-là, je prévois que potentiellement ça va pas me convenir, ça va pas me plaire. Ah, je parlais du GUID. Clippez ce moment d'histoire. De toute façon, tu vas sur internet, tu tapes GUID, tu tombes sur des générateurs de GUID, tu peux cliquer, et vous pouvez cliquer à l'infini, ce sera toujours des UID différents. Hein.
Mais donc voilà, donc en fait le problème des UID c'est que vous avez vu à quel point bah, voilà, ce truc là il est extrêmement long. Et donc comme l'idée c'est de faire les trucs les plus petits possibles, je vais essayer de le raccourcir. Donc en fait je vais plutôt essayer de générer, c'est ça qui va être plus intéressant, un ID moi-même. Alors j'ai ma petite idée de comment je vais le générer, je pense que je vais faire de l'hexadécimal. En gros je vais avoir un compteur qui va compter le nombre d'atomes. Tout simplement. Et en fait on va juste convertir l'ID, ce sera juste comment dire, le truc, ça sera juste la valeur hexadécimale du compteur. Donc si c'est 0 c'est 0, 1 c'est 1, 2 c'est 2, 3 c'est 3, 4 c'est 4, 5 c'est 5, 6 c'est 6, 7 c'est 7, 8 c'est 8, 9 c'est 9, 10 c'est A, 11 c'est B, 12 c'est C, 13 c'est D, 14 c'est E, 15 c'est F, et après 16 c'est 0A. Voilà. C'est 1A, pardon. Tout simplement. Oui, en fait, un UID, c'est la seule différence entre un UID et un GUID, c'est que l'UID, on peut potentiellement régénérer le même. Voilà. Alors que le GUID, il est global. C'est-à-dire que normalement, personne ne peut régénérer le même GUID. Alors qu'un UID, t'as cette probabilité quand même qu'on peut en régénérer un identique. Parce que c'est un User Unique Identifier, alors que le G de GUID, c'est Global Unique Identifier. Les gars, tout qui t'arrachent la gorge, un plaisir toujours, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Donc ça, on va le faire, on le fera une autre fois. Voire je le ferai peut-être même en off, parce que c'est très rapide à faire. Attends, vous savez quoi? Hop. Ah oui. En fait c'est ultra simple. Genre vraiment c'est ultra simple. Fais-le maintenant comme ça ce sera fait. Genre vraiment c'est ultra simple. On fait juste... bah en fait on a même pas besoin de faire ça, on peut juste faire ce que tout simplement on fait ça. Et en fait on va juste faire m underscore atoms point count. Tada. Alors je sais ce qu'on peut se dire. Pour ceux qui font un petit peu de dev, qui ont un petit peu la logique de dev, etc. Vous allez pouvoir vous dire, oui, mais... C'est vrai, on n'est pas à 2 minutes près, de toute façon, mais il y a le souci de, mais qu'est-ce qui se passe si jamais du coup tu rajoutes des atomes avec ID et qu'après t'en régénères des nouveaux? Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bah en fait c'est simple, le seul cas qui va faire qu'on génère un atome avec un ID, c'est quand on va charger le fichier. Donc en fait quand on va charger le fichier, on va de toute façon charger tous les atomes. Donc on aura les ID qui seront bons. Et l'ID correspondra au count. Donc on sait que l'ID de toute façon sera bon, quoi qu'il arrive. Alors après ça veut dire que entre deux molécules, forcément deux atomes ont les mêmes ID. Enfin les atomes ont les mêmes ID. Donc c'est des identifiants qui sont uniques, mais pour la molécule. Donc là ce serait plutôt un MUID, un Molecule User Identifier. Enfin un Molecule Unique Identifier, pardon. Mais du coup en fait, ça fait qu'on est bon parce qu'en fait cette fonction là ne pourrait être appelée que après cela ou que quand il n'y en a jamais eu. Parce qu'en fait on pourra dire bah je veux du coup créer une molécule de type string ou charger une molécule. Donc si on charge une molécule, on lui donne le fichier, il charge la molécule. Voilà. Donc comme ça au moins on est simple, on a géré le truc, le cas est bon et c'est terminé et c'est fini. Comme ça au moins on a des identifieurs qui sont bons et qui seront tout petits. Après sûr que plus les molécules sont grosses, plus ça va être gros. Mais moi ce que je voudrais juste rajouter, du coup, c'est ça. Voilà.
Des petites accolades. Ma fille me manque. Oui. Alors pourquoi je veux juste rajouter des petites accolades? En gros, pourquoi je veux faire en sorte que par exemple le code ce soit un F par exemple. Pourquoi je veux les accolades? Parce qu'en fait, je peux avoir un F, je peux avoir un F E2 A5 par exemple. Ça c'est de l'hexadécimal aussi, normalement. Si je ne m'abuse. Non d'ailleurs c'est 5A. Et pareil c'est 2E. Voilà. Donc ça c'est de l'hexadécimal. Donc j'ai bien mon hexadécimal. D'ailleurs je vérifie. Attendez, si je fais décimal. Voilà. Je vais rentrer mon nombre en hexadécimal. Voilà, bah ce truc là, ça vaut 2 043 482. Ça. Et si jamais j'inverse du coup les deux, comme je les avais fait à la base. Ouais, je l'avais mis comme ça. Voilà. Ça vaut... tac tac... 2 089 637. Voilà, c'est la valeur que ça vaut. Voilà. Attention, ce que j'ai pas fait les siennes. Je ne dis rien. J'en parle pas. Si j'en parle pas, ça se passera peut-être bien. Mais du coup, et pourquoi je veux les accolades? Parce qu'en fait, je sais pas combien de lettres je vais avoir sur mon identifiant. Donc je veux ce qu'on appelle des délimiteurs au début et à la fin. Comme ça, je peux les reconnaître en fait. Donc comme ça, quand je vais sérialiser, je pourrai reconnaître mon délimiteur. Hop. Ce qui fait que du coup ça, je peux faire ça. Quand tu télécharges depuis internet, c'est les checksums. Ça me dit un truc ce truc là. Ah, j'ai oublié ce que c'est que cette merde. Mais d'ailleurs je suis en train de me demander si le mieux ce serait pas plutôt que l'identifiant. Au lieu que ce soit un int, enfin au lieu que ce soit une string, ce soit un int. Count, ouais c'est ça, c'est un int. Ouais, c'est peut-être mieux. Je réfléchis. Parce que du coup en termes de sérialisation, on peut sérialiser vraiment clean avec ça. On peut sérialiser les ID de manière très petite. Parce que si on a des très gros ID, on peut les sérialiser dans des toutes petites valeurs. Alors que s'ils sont trop gros... Après c'est sûr que quand c'est des petits, bah, on les sérialise dans des valeurs plus grosses. Parce que là il faut comprendre qu'un int, normalement c'est 8 octets. Alors qu'un char, c'est 1 octet. Donc ça veut dire que tant que la valeur hexadécimale, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, est en dessous de 8 caractères, c'est plus optimisé de la stocker au format caractère. Enfin, du coup c'est de 6 caractères, ça sera plus optimisé de la stocker au format 6 caractères. D'ailleurs du coup ça veut dire que je veux vérifier un truc. Ouais, parce que je veux vérifier un truc tout con. C'est la valeur max. Ici. Hop, hop, hop. C'est-à-dire que en fait, tant que mon ID est en dessous de 16 777 215, c'est plus optimisé pour moi de la stocker au format caractère. Comme je le fais là. Bon. Il y a peu de chances que dans une molécule on ait 16 777 215 atomes. Donc, je vais laisser comme j'ai fait, ce sera plus optimisé. Ce sera des fichiers plus petits en fait. L'idée c'est comment je peux compresser au maximum mes fichiers. Et c'est là que ça devient un tout petit peu plus complexe. J'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai pas moyen de pareil en fait, de stocker aussi des ID de type et des ID d'input et des ID d'output plutôt que de stocker leur nom en fait. Je me dis que ce serait peut-être juste 1000 milliards de fois plus logique vu qu'elles sont ordonnées de toute façon. Ah, je sais pas.
Je sais pas. Ouais, je suis en train de me dire qu'en fait le mieux c'est que je fasse ça. Comme ça je peux avoir des ID uniques par input output. Et en fait je ferai juste une association entre le nom courant et l'ID. Comme l'ID est plus petit, pour le stocker ce sera plus simple. Et donc je pourrais stocker des trucs comme ça. Donc je pourrais stocker en fait, par exemple, si je donne un exemple, en gros ça, ce serait stocké au format B. Donc là on aurait l'ID de notre entry point. Donc ça c'est le maximum. Ensuite, attendez, je vais le mettre ça directement au format. Comme ça il arrêtera de me faire chier. On aurait l'ID du trigger. Et ensuite on aurait l'ID de la if condition. Et ce serait stocké comme ça. Et du coup, un lien input-output. Et donc du coup... Bon, on va le stocker comme ça il nous fait pas chier. Du coup un lien input-output, ce serait par exemple L. Avec du coup notre ID là. Et en fait on aurait ensuite l'ID de l'input, l'ID de l'atome auquel on se branche et l'ID de son output. Comme ça on est mieux. Ça nous permettra de sérialiser très clean les trucs. Et ensuite, par exemple, quand on veut sérialiser un atome, CR3, ce sera un A, l'ID de l'atome et l'ID de son type. Voilà. Ah, buvez de l'eau, tu me le claques maintenant alors que j'ai plus d'eau. Faut que j'aille chercher de l'eau. Je le ferai après du coup, juste après, t'inquiète. Je finis juste avec ça et après je couperai le record et j'irai faire ça. Comme ça c'est vrai. Mais du coup voilà, et comme ça on aurait cette sérialisation là. Et il y a juste, il faut que je vois comment je peux sérialiser du coup la value là-dedans. C'est là que ça va être très dur. Parce que du coup c'est au niveau des atomes ici, il faudra que je puisse avoir un atome avec une valeur. Et je sais pas du tout comment je peux le faire. Mais bon, ça on y réfléchira la prochaine fois. YouTube, on le fera en live bien évidemment. Si ça vous a plu YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite initiation un petit peu au code, de cette petite démonstration de tout le code et tout. On se retrouve du coup dans le prochain épisode qui sera donc peut-être du jeu, peut-être du code, j'en sais rien. On verra ça ensemble. Si vous voulez me suivre sur Discord, venez sur Discord, vous avez le lien, comme ça vous allez pouvoir potentiellement discuter avec moi. Si vous avez des questions en plus sur le code, n'hésitez pas, je pourrais y répondre, y compris sur Streamglass notamment, ou Stream Chemistry. Je mettrai aussi, je pense, en lien dans la description, le GitHub de Chemistry, parce que je ne l'ai pas fait, comme ça vous l'aurez. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, n'hésitez pas si vous voulez voir tout ça, bien évidemment, à venir en live sur Twitch, le lien est dans la description. Sur ce, on se retrouve à la prochaine, ciao ciao YouTube.